Bienvenue chez JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Je m'appelle Carter Mitchell et j'ai des problèmes de colère. Je pensais les avoir gérés, mais il s'est avéré que je ne faisais que les réprimer. Enfant, j'ai eu une thérapie de gestion de la colère et des médicaments prescrits par le tribunal, mais tout cela est derrière moi maintenant. Les dossiers sont scellés. J'ai toujours été un bagarreur. Grandir dans une famille de 6 enfants fait de vous le plus petit de la fratrie. Mes parents étaient des gens travailleurs, simples et authentiques, mais de grands partisans d'une discipline sévère. Cela nous arrivait à tous les enfants, même aux filles. Si nous dépassions les bornes, nous recevions un rappel douloureux et étions brutalement remis à notre place. Nous, les enfants, nous nous battions aussi. Étant le plus jeune et le plus petit, je me retrouvais souvent en bas de la pile et devais compter sur mon intelligence et mes sales tours pour prendre le dessus. J'étais si doué pour ça que mes frères aînés se méfiaient de s'engager dans un combat en tête-à-tête avec moi. Mais nous nous disputions et nous chicanions comme le font les frères et sœurs. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un foyer violent, mais c'est loin d'être vrai. Nous nous aimions tous et si quelqu'un gâchait une relation avec n'importe qui dans ma famille, il aurait affaire à moi. Il en allait de même pour chacun d'entre nous. Mais au sein de la famille, nous avions les problèmes habituels qu'une famille à faible revenu rencontre en essayant de joindre les deux bouts. Permettez-moi de vous présenter ma famille. Maman, dont le vrai nom était Catherine, mais que nous appelions Kate, était une femme extraordinaire. Vive d'esprit, avec un visage sévère et des traits délicats. Elle dirigeait la maison et était la personne que nous respections le plus. Même papa s'écartait de son chemin quand elle était en colère. Elle tenait la maison, s'occupait de nous les enfants, et le matin, elle travaillait comme femme de ménage dans des maisons d'élite de l'autre côté de Riverside. Je n'ai jamais vu cette femme rester inactive. Elle était toujours en mouvement. Papa, de son vrai nom Frank, n'était pas un homme particulièrement grand, 1m73. Mais bon sang, il était fort. Il n'y avait rien qu'il ne pouvait pas bouger. Il travaillait comme mécanicien dans un dépôt de camions local, assurant l'entretien de leur flotte. Parfois, il conduisait s'il n'y avait pas assez de chauffeurs, et c'était un privilège rare mais très apprécié de partir en voyage avec lui. Généralement, c'était des trajets assez locaux autour de l'Indiana, mais jamais de nuit. Par-dessus tout, je me souviens de son odeur. Il sentait toujours le diesel. Grace était l'aîné et avait 8 ans de plus que moi. Puis vinrent Owen et Luke, des jumeaux qui avaient 6 ans de plus. Ethan avait 4 ans de plus. Ethan était censé être le dernier, mais ils décidèrent qu'ils voulaient une autre fille et s'y mirent. Ils furent bénis avec Sophie seulement 12 mois après Ethan. C'était censé être la fin de leur famille. Cependant, le destin en décida autrement. Suite à une soirée bien arrosée et à un diaphragme mal inséré, je suis né 3 ans plus tard. Ne vous méprenez pas. Même si j'étais une erreur, je n'ai pas été traité différemment ni aimé moins que tous mes frères et sœurs. Mais j'ai grandi un peu à l'écart d'eux et j'ai passé beaucoup de temps seul à jouer et à explorer le jardin de notre maison. L'incident qui m'a conduit au procès s'est produit quand j'avais 15 ans, en rentrant de l'école. Comme je l'ai mentionné, nous n'étions pas riches. En fait, nous étions très pauvres et, par conséquent, devenions souvent la cible de blagues et de moqueries. Mes frères ont vécu cela. Mais après les 2 premières années d'école de Grace, ils avaient toujours leurs frères et sœurs pour les soutenir. Grace avait Owen et Luke, et ils se soutenaient mutuellement. Quand Ethan est arrivé à l'école, Owen et Luke étaient toujours là. Au moment où Sophie est allée à l'école, Ethan était là pour s'occuper d'elle comme un grand frère devrait le faire. Quand je suis allé à l'école, Ethan était parti. Et bien que Sophie fût là, en tant que fille, elle n'était pas assez forte pour me protéger. Non pas que j'en ai eu besoin. Au cours des premières semaines, j'ai eu plusieurs bagarres avec des élèves plus âgés et j'ai fermement convaincu mes camarades de classe que s'en prendre à moi était une mauvaise idée. Après chaque bagarre, j'étais renvoyé chez moi avec une lettre pour mes parents et puni à nouveau pour avoir causé des problèmes. Je trouvais cela injuste, mais je savais qu'il valait mieux ne pas me plaindre. Cependant, cela alimentait ma rage pour la prochaine bagarre et je m'en nourrissais. Ce qui a finalement conduit à mon expulsion de l'école et à ma comparution devant un juge s'est produit alors que je rentrais de l'école. Je marchais le long du chemin à environ 1,5 km de notre maison quand j'ai entendu des rires et quelqu'un pleurer. Alors que j'approchais d'un léger virage sur la route, j'ai vu un groupe de 4 adolescents entourer ma sœur Sophie. Ils avaient son sac d'école et se le lançaient, la narguant. J'ai donné libre cours à ma rage.
Même si j'ai défendu ma sœur, l'avocat de l'accusation m'a traité de jeune homme dangereux. Ce que j'ai fait à ces garçons dépassait la légitime défense. Même si l'histoire de Sophie était vraie, le tribunal fut d'accord, et j'ai été placé en détention juvénile jusqu'à mon 18e anniversaire. Comme je l'ai dit, j'étais tenu de suivre une thérapie obligatoire de gestion de la colère. Avant qu'on ne m'emmène, ma famille a été autorisée à me dire au revoir. Je me tenais là avec un visage honteux et ma mère me regardait d'un regard égal. Je n'aurais jamais pu dire ce qu'elle pensait. Alors j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une larme a coulé sur sa joue. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille qu'elle était fière de moi. M'attendant à ses reproches, j'ai été stupéfait de recevoir des câlins de papa et du reste de ma famille, et même un baiser sur la joue de Grace et Sophie qui sont restés le plus longtemps. Chacun d'eux m'a dit à quel point ils étaient fiers que j'ai protégé ma sœur. La prison où ils m'ont emmené était à mi-chemin à travers l'Illinois. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'aucun d'eux ne me rende visite. C'était difficile dans l'établissement, mais je pouvais m'en sortir. Ma vie m'avait appris à me débrouiller seul. Et après plusieurs altercations avec les soi-disant autorités, ils ont réalisé qu'il était plus facile de me laisser tranquille. Cela ne veut pas dire que je n'étais pas taquiné ou que je ne me battais pas. J'ai gagné assez de respect pour être laissé seul. Pendant la dernière année de mon incarcération, j'ai été surpris d'apprendre que j'avais des visiteurs. J'ai été conduit à la salle des visiteurs où Grace et un jeune homme m'attendaient. Grace était devenue une jeune femme frappante, pas une beauté, mais ce n'était pas à prévoir étant donné sa carrure. Son visage n'était pas aussi sévère que celui de sa mère, mais ses yeux étaient les mêmes. Elle me regarda tristement. L'homme s'appelait Trevor, et apparemment c'était son mari. Ils étaient mariés depuis 1 an et il était représentant commercial. Il semblait plutôt gentil mais resta silencieux. « Carter », commença Grace. « Il n'y a pas de façon facile de dire ça. Alors, je vais juste le dire. Il y a eu un accident à la maison. Il y a eu un incendie. Maman, papa, et le reste. » À ce moment-là, des larmes lui montèrent aux yeux, et elle commença à sangloter. « Ils sont tous morts. » Elle m'a serré dans ses bras et a commencé à pleurer sur mon épaule. Trevor se tenait à proximité, maladroitement, lui tapotant le dos et murmurant quelque chose d'inarticulé. Je n'ai pas serré Grace dans mes bras. Je suis resté là, à la regarder, ne ressentant rien. Finalement, les gardes nous ont séparés. Après une autre heure de visite, Grace et Trevor sont partis. Il faudrait plusieurs années avant que je ne revoie Grace. Ainsi se sont écoulées les années de mon incarcération. Des séances de gestion de la colère 2 fois par semaine, complétées par des médicaments que j'ai vite appris à avaler et à recracher quand j'étais seul, semblaient guérir ma colère. À mon 18e anniversaire, j'ai été déclaré apte à réintégrer la société. Pendant que j'étais en prison, j'ai obtenu mon certificat d'équivalence de fin d'études secondaires et mon dossier personnel a été clos. J'avais une ardoise vierge. J'ai reçu $200 et un billet de bus pour la ville la plus proche avec les mots d'adieu, ne vous laissez pas claquer la porte au nez en sortant. Je ne suis pas resté dans la ville locale, mais j'ai changé mon billet de bus et j'ai traversé la frontière de l'État. Tout le monde savait que l'établissement local relâchait ses prisonniers dans la ville voisine. Donc, il n'y avait pas moyen d'y échapper. Cependant, quand je suis arrivé à Riverside, Indiana, j'ai recommencé à zéro. J'ai dit aux gens que j'avais été forcé de quitter l'Illinois à cause d'un incendie qui avait tué ma famille et que, sans famille ni amis, j'avais décidé d'essayer de construire mon avenir dans une nouvelle ville. Bientôt, j'ai trouvé un emploi dans un petit garage automobile, un logement, et j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai travaillé dur. Mon éducation ne permettait rien d'autre. Au bout d'un certain temps, j'ai été autorisé à en faire plus. Apparemment, j'avais hérité des aptitudes mécaniques de mon père et je trouvais le travail facile et agréable. Mes capacités ont été remarquées et j'ai été envoyé en formation en alternance. Après seulement 6 ans, je suis devenu mécanicien qualifié. Ma vie était redevenue normale et j'en profitais. Le propriétaire du garage automobile, Ryan, n'avait que 5 ans de plus que moi, mais avait bien réussi son mariage. Sa femme avait de l'argent et lui avait fourni les fonds pour démarrer l'entreprise. Je trouvais leur relation un peu étrange. Quand nous étions seuls, c'était un personnage formidable, plein de blagues et pas opposé à les raconter. Cependant, quand Lorraine était là, il était beaucoup plus réservé et toujours plus silencieux. Lorraine, en revanche, était différente.
Plus jeune que Ryan de 2 ans, elle avait de longs cheveux bruns et des yeux vert vif. Elle ne perdait jamais son sang-froid et flirtait avec tout le monde, même avec moi. Je trouvais cela gênant au début et je l'ai même mentionné à Ryan de peur qu'il ne pense que j'essayais de m'ingérer dans son mariage. Il en a ri. Elle aime juste être le centre d'attention, a-t-il dit. 3 ans plus tard, la tragédie a frappé lorsque Ryan est mort dans un accident d'atelier. J'ai quitté l'atelier pour un essai routier et je suis revenu pour trouver le shérif et les pompiers locaux essayant de l'extirper, mais il était déjà trop tard. Le lendemain des funérailles, sa veuve est venue à mon appartement. L'atelier a été fermé après l'accident, à la fois pour les besoins d'une enquête et par respect. La mort de Ryan a été jugée accidentelle. Accidentelle. Il était censé utiliser des chandelles pour soutenir la voiture, mais il était pressé de finir le travail et a pris un risque. Cela m'a surpris car je ne l'avais jamais vu faire cela auparavant, mais nous prenons tous des raccourcis de temps en temps. Carter, dit-elle, nous devons parler. Je l'ai invitée à entrer. Elle est allée droit au but. J'ai besoin que tu prennes en charge l'atelier, dit-elle. Quoi? J'étais surpris. Je suis mécanicien. Je n'ai pas assez de connaissances pour gérer une entreprise. Ryan non plus ne savait pas quand nous nous sommes rencontrés, a-t-elle répondu. J'étudie le commerce et je lui ai appris à gérer l'atelier. Je ferai la même chose pour toi. La ville a besoin d'un atelier de réparation. Sinon, les gens devront parcourir des kilomètres pour faire effectuer des réparations. Tu as besoin d'un emploi et j'ai besoin d'un homme pour diriger l'atelier. Je ne connais rien aux rénovations, mais nous pouvons faire cela ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai réfléchi quelques minutes. Comment cela fonctionnera-t-il? Comme tu sais, j'ai aidé Ryan à monter l'entreprise. Nous étions donc partenaires. Il a apporté une partie du capital et j'ai fourni le reste. Après ton arrivée, il a eu assez de temps libre pour gérer l'atelier et y travailler. Alors, je me suis retiré et vous ai laissé seul, vous les gars. Cette année, nous allions fonder une famille. Ses yeux se sont remplis de larmes et je l'ai inconsciemment serré dans mes bras. Elle a pleuré doucement un moment puis a fait un effort conscient pour se ressaisir. Ce que je propose est un partenariat. Je sais combien Ryan t'a payé au fil des ans, et je sais aussi que tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. Je suppose que tu as des économies, elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai un peu d'argent, ai-je répondu, un peu lasse. Je ne vais pas voler ton argent, dit-elle en riant un peu. J'ai juste besoin que tu achètes une part de l'entreprise pour que tu puisses devenir partenaire. Nous pourrons alors faire d'une part de l'entreprise une partie de ton nouveau plan de rémunération afin qu'au fil de quelques années tu en possèdes une part de plus en plus grande. Si tu veux finalement me racheter complètement, je serai ouverte à cela, mais j'aime vraiment être copropriétaire. Si tu ne veux pas cela, je serai contente aussi. Et si je ne veux pas être le propriétaire? Ai-je demandé. Je pense que je devrais trouver un acheteur pour cela. Mais je n'ai aucune idée de qui ce sera ni s'ils voudront te garder dans le personnel après la vente, dit-elle tristement. Je n'aimerais pas tout perdre. J'ai déjà perdu Ryan. S'il te plaît, ne me laisse pas perdre l'atelier et toi aussi, a-t-elle supplié. Me perdre? Ai-je pensé. Peux-tu me donner un peu de temps pour y réfléchir? Ai-je demandé. Bien sûr, dit-elle. J'ai préparé plusieurs documents pour toi. Si tu décides d'agir, tu devrais contacter un avocat. S'il te plaît, réfléchis-y. J'ai besoin de ton aide. Je sais que Ryan ne voudrait pas que l'atelier soit vendu. J'ai eu l'impression que c'était un peu injuste, mais je savais aussi qu'elle avait raison. Ryan ne voudrait pas que l'atelier soit vendu à un étranger, à un non-initié. N'étais-je pas un non-initié? Je n'avais vécu dans la ville que 9 ans. Dans une petite ville américaine, tu es considéré comme un étranger si ton grand-père n'est pas né dans cette ville. Alors, comment ai-je été accepté comme ça? Maintenant, je me suis souvenu de toutes les personnes que j'avais rencontrées et des amis que j'avais faits depuis que j'étais arrivé en ville. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé dur et j'ai essayé de m'intégrer. Cela a rendu la vie plus facile. Si je pouvais aider quelqu'un, je le ferais. J'avais fourni des services aux habitants de la ville à de nombreuses reprises, et ajouté au fait que je travaillais pour Ryan et faisais toujours un bon travail de réparation de leurs voitures. Nous ne faisions pas que réparer des voitures et étions toujours polis et respectueux. J'ai semblé être accepté dans la communauté. Je n'allais pas boire ou causer de problèmes.
J'avais une excellente relation avec le shérif de la ville et ses adjoints, et je connaissais presque tout le monde par son nom. Cette ville était devenue ma maison. J'ai essayé d'inviter des filles à sortir quelquefois, mais en raison de mon manque total d'expérience avec le sexe opposé pendant mes années de formation, je me sentais mal à l'aise avec les femmes. Il y avait quelques femmes mariées plus âgées qui, entendant des rumeurs selon lesquelles je n'avais jamais été avec une femme, ont décidé que c'était leur devoir de me libérer de ce fardeau. Mais j'ai trouvé leur comportement prédateur et répugnant. Je savais comment ma mère voudrait que je me comporte. Et même si elle n'était plus là, sa présence dans mon cœur me gardait en contrôle. J'ai regardé les documents que Lorraine m'avait laissés, mais ils n'avaient pas beaucoup de sens pour moi. Alors, j'ai appelé un de mes amis, Warren Fisher, qui était avocat, et lui ai demandé s'il pouvait les examiner pour moi. Je peux, dit-il, mais puisque j'agis déjà au nom de Lorraine, je te conseillerais d'obtenir un avis indépendant. Le mardi suivant, j'ai fait les 90 minutes de route jusqu'à Indianapolis. J'ai trouvé le numéro d'un avocat en ligne et pris rendez-vous via le formulaire de prise de rendez-vous en ligne. Je dois dire que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Ce n'est que lorsque la secrétaire du bureau de l'avocat est sortie de derrière le bureau et m'a serré dans ses bras que j'ai compris. Mes bras se sont instinctivement refermés autour d'elle. Le son d'un raclement de gorge derrière moi nous a séparés. « Marcus », dit la secrétaire à l'homme qui me regardait de l'autre bout du bureau. « Je voudrais te présenter Carter, mon frère. » C'est ainsi que Grace est revenue dans ma vie. Après la première rencontre, j'ai expliqué à Marcus pourquoi j'étais là. « Je vais te dire quoi », dit-il, regardant le contrat pendant quelques secondes. « Grace, pourquoi n'emmènerais-tu pas Carter à la maison et ne lui préparerais-tu pas le dîner? Prends l'après-midi et fais ce que tu as à faire. Je vais étudier ça et j'ai d'autres choses à faire. Retrouve-moi à la maison pour le déjeuner. » Pendant que nous déjeunions, Grace m'a raconté que son mariage avec Trevor, un vendeur d'assurance, n'avait duré qu'1 an. 1 an après les avoir rencontrés, à cause de sa vie de voyage et de ses absences hebdomadaires de la maison, elle s'était sentie abandonnée. Elle le soupçonnait d'infidélité pendant ses déplacements, mais n'a jamais trouvé de preuves. Quand elle lui a dit qu'elle voulait divorcer, il a simplement haussé les épaules et signé les papiers. 1 semaine plus tard, elle a déménagé et ne l'a plus revu depuis. 6 mois plus tard, elle est venue à Indianapolis à la recherche de travail et a obtenu un emploi de secrétaire dans un cabinet d'avocats après le départ à la retraite de la secrétaire précédente. Au cours des 2 années suivantes, elle et Marcus sont devenus proches, sont devenus un couple et se sont finalement mariés. 1 an plus tard, elle a donné naissance à Emma. Les jumeaux Noah et Caleb sont nés 1 an plus tard. Emma avait 6 ans et les garçons 5. Tous les 3 devaient rentrer de l'école dans environ 45 minutes. Nous avons terminé le déjeuner et j'ai raconté à Grace ma vie après ma libération. La porte s'est ouverte en grand avec un fracas et 3 tornades ont fait irruption dans la pièce. Ils se sont figés en me voyant assis avec Grace, les yeux écarquillés et la bouche ouverte. Dès que nous avons été présentés et que j'ai appris que je serais appelé oncle Carter, je me suis retrouvé dans le jardin à jouer à la balle avec les garçons. Emma était beaucoup plus réservée que les garçons et s'est assise avec sa mère pour nous regarder. Marcus est rentré après 17 heures et m'a tendu le contrat. « Signe-le », dit-il simplement. « Tu n'obtiendras rien de mieux que ce qu'elle propose. » Je l'ai remercié et lui ai demandé combien je lui devais pour son travail, mais j'ai reçu une tape derrière la tête de la part de Grace. « La famille ne prend pas d'argent à la famille », dit-elle. J'ai regardé Marcus, qui a simplement haussé les épaules. « Je laisse nos finances entre les mains de Grace. »« Eh bien, je sais que l'atelier est assez loin d'ici, mais si tu as besoin de quoi que ce soit pour lequel je peux t'aider, » j'ai dit. Après le dîner, je suis parti. 90 minutes de route après tout, et je suis retourné à mon appartement, serrant le contrat signé et prêt à annoncer la nouvelle à Lorraine. Le lendemain, j'ai décidé d'ouvrir l'atelier. Il y avait encore des travaux à terminer, les habitants de la ville comptaient sur nous pour faire fonctionner leur équipement. Le travail le plus difficile fut de finir la voiture sur laquelle Ryan travaillait lorsque le cric s'est effondré. Le travail en soi n'était pas difficile, mais quand je me suis glissé sous cette voiture, sachant que c'est là que Ryan était mort, ça m'a donné des frissons. Lorraine est arrivée avant le déjeuner et je lui ai annoncé la nouvelle. Elle a poussé un cri de joie et m'a serré dans ses bras, me disant que je ne le regretterais pas et que nous ferions une très bonne équipe. Au cours des 2 années suivantes, tout s'est déroulé comme d'habitude pour nous. Je travaillais à l'atelier et Lorraine travaillait au bureau. Chaque semaine, je passais une demi-journée à travailler avec elle,
apprenant à gérer une entreprise, à remplir tous les documents nécessaires, à m'assurer que toutes les licences et assurances étaient à jour, à équilibrer les comptes et à payer les impôts. Il y avait beaucoup à apprendre. En plus de travailler pendant la journée, je passais plusieurs heures chaque soir à suivre des cours en ligne pour essayer de combler les lacunes de mon éducation. Chaque week-end, j'allais chez Marcus et les enfants de Grèce, et je passais généralement mes week-ends avec eux, dormant sur le lit pliant. J'aidais à la maison, jouais avec les enfants et apprenais à connaître mon beau-frère. Il semblait être un gars très gentil. Un soir, Lorraine est entrée dans l'atelier alors que je fermais. « Carter, dit-elle, nous devons parler. »« D'accord, ai-je dit, puis-je d'abord prendre une douche ?» J'avais passé toute la journée allongée sous un tracteur. Elle a hoché la tête. « Va prendre une douche et rejoins-moi chez moi dans 1 heure. » J'étais un peu nerveux quand j'ai sonné à sa porte. Je n'attendais rien de bon d'une conversation qui commençait par « Nous devons parler » et je me demandais ce qui n'allait pas. Quand elle a ouvert la porte, j'ai été accueilli par une délicieuse odeur. « Je nous ai préparé le dîner parce que je ne pensais pas que tu avais déjà mangé, » dit-elle. Nous nous sommes assis à table et avons commencé à manger. Un délicieux pain de viande avec des légumes verts et des pommes de terre. Pendant que nous mangions, elle a dit « Carter, je ne suis pas sûr que notre partenariat fonctionne. » J'ai figé ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. À ce sujet. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour être propriétaire. J'ai vraiment essayé d'apprendre tout ce dont j'avais besoin et je pensais bien faire, mais Lorraine de toute évidence ne pensait pas la même chose. Donc, est-ce que je fais quelque chose de mal? J'ai demandé. Eh bien, Lorraine a dit franchement, oui, j'ai soupiré. Je suis désolé. Je pensais que je m'en sortais bien. Il y a tellement de travail à faire à l'atelier. J'essaie de suivre le rythme et il y a d'autres choses à faire. J'ai pris des cours le soir pour essayer d'apprendre. C'est exactement mon propos, dit-elle doucement. Tu t'épuises. Tu en fais déjà plus que la personne qui ne fait que des réparations à l'atelier. Ensuite, nous passons du temps ensemble à faire du travail de bureau. Puis tu rentres chez toi et tu prends des cours le soir. Quand as-tu eu ton dernier jour de congé? Quand as-tu eu ton dernier rendez-vous galant? Quand as-tu eu une vie personnelle, quelle qu'elle soit? Heureusement que j'ai réussi à poser mon verre de jus quand elle a posé la dernière question, sinon elle aurait pu le recevoir en pleine figure. J'ai baissé les yeux, rougissant. Elle m'a regardé, bouche ouverte. « Oh mon Dieu, dit-elle. J'ai entendu des rumeurs, mais je pensais... » J'ai commencé à me lever, mon embarras commençant à se transformer en colère. « Attends, Carter, je suis désolé. Je ne voulais pas t'offenser avec ma stupide maladresse. J'essayais de te dire que je m'inquiétais pour toi. Tu as besoin de te reposer. À part rendre visite à ta sœur, tu ne fais rien d'autre que travailler et dormir. Personne ne peut continuer comme ça indéfiniment. Tu es face à une crise et moi, en tant que partenaire commercial, je ne peux pas me le permettre. Et en tant qu'ami, je m'inquiète pour toi. » Je me suis rassis, ma colère et mon embarras envolés. Elle avait raison. J'étais fatigué jusqu'à l'os. Bien sûr, j'avais augmenté ma part dans le garage, et les choses allaient bien, mais je travaillais 12 jours sur 14, au moins 14 heures par jour. Je travaillais, rentrais chez moi, prenais une douche, mangeais en travaillant sur l'ordinateur, et dormais. Tout se répétait encore et encore. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais fait quelque chose juste pour moi. « C'est ce que nous allons faire », a-t-elle poursuivi. « Premièrement, nous allons embaucher quelqu'un pour l'atelier, un assistant si nous trouvons la bonne personne, ou juste un ouvrier si nous ne le pouvons pas. Deuxièmement, tu auras au moins un jour de congé chaque semaine. Même les week-ends où tu n'iras pas voir Grèce, tu auras au moins un jour de repos. Troisièmement, tu sortiras au moins 1 fois par semaine. Peu importe où tu vas ou avec qui tu vas, mais tu sortiras. » Autant j'étais d'accord avec la plupart de ce qu'elle disait, je n'ai jamais aimé les ultimatums. Où? Ai-je demandé avec un soupçon de grognement dans la voix. Elle m'a regardé, la tête légèrement penchée sur le côté. Je savais qu'en tant que partenaire principal de l'entreprise, elle aurait été parfaitement en droit de vendre l'entreprise sous mon nez, mais je sentais qu'il valait mieux qu'elle ne me menace pas. « Il n'y a pas de goût ici, Carter, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas une menace. Je suppose que cela pourrait être appelé une intrusion,
mais je pensais que toi et moi étions devenus de bonnes amies. Prendre soin l'un de l'autre, c'est ce que font les amis. J'ai replongé dans ma chaise, vaincu. D'accord, dis-je doucement. Je ne suis pas sûr de sortir. Je n'ai pas rencontré. J'ai marqué une pause. Eh bien, je n'ai pas vraiment eu de rendez-vous galant, je suppose. Quoi, jamais, demanda-t-elle incrédule. J'ai secoué la tête. Tu n'as jamais eu de rendez-vous avec une fille? Encore un hochement. Et un homme, demanda-t-elle avec une lueur malicieuse dans les yeux. Je ne suis pas comme ça, dis-je doucement. As-tu déjà invité une fille à sortir? J'ai essayé quelques fois quand je suis arrivé en ville, dis-je. Ça a été un échec cuisant. Puis j'ai été occupé par le travail et tout est passé au second plan. J'ai reçu plusieurs invitations de femmes plus âgées, mais elles étaient mariées et ma mère m'aurait écorché vif si je m'étais mêlé au mariage de quelqu'un d'autre. Dis-je, la regardant, confus. Je croyais que tu avais dit que ta mère était morte, dit-elle. Elle gloussa. Oh, pauvre de toi, dit-elle. Mais il y avait de la malice dans ses yeux. Je vais te dire quoi, et si je t'organisais un rendez-vous ce vendredi? Je connais une fille qui est intéressée par toi depuis longtemps, mais elle a peur de t'inviter. Je suis sûr que tu l'aimeras. Qui est-elle? J'ai demandé. Je connaissais presque tout le monde en ville et ne pouvais pas penser à une seule femme de mon âge qui avait montré de l'intérêt pour moi. Dit-elle, ce sera intéressant. Choisis un lieu de rendez-vous et je lui demanderai de t'y retrouver vendredi à 20h. Puisque tu étais chez Grace le week-end dernier, cela signifie que ce week-end est libre. Donc, si le rendez-vous se passe bien, vous pourrez passer du temps ensemble. Je me suis assis et j'y ai réfléchi un moment. Que ferions-nous? J'ai demandé. Je ne bois pas. Je ne sais pas danser. Et un film, suggéra-t-elle. Emmène-la au cinéma. Voici un conseil pour toi. Laisse-la choisir le film elle-même. Et si je n'aime pas son choix? J'ai demandé. Alors tu élargiras tes horizons. Tu pourrais même apprendre quelque chose. Les films sur les relations sont entièrement axés sur la connexion. Même si tu n'aimes pas le film, regarde et apprends. D'accord. J'ai dit, dis-moi, excuse-moi, comment s'appelle-t-elle? Je pensais pouvoir la piéger. Elle a ri. Bel essai. Je lui dirai de te retrouver au cinéma. Elle a regardé son téléphone pendant plusieurs minutes. Il faut que ce soit 19h30. Sinon, vous n'aurez pas le temps d'acheter les billets avant le début du spectacle. Nous avons terminé le dîner et j'ai aidé à faire la vaisselle. Quand je suis parti, elle m'a serré dans ses bras. N'oublie pas vendredi à 19h30. Elle a eu une période difficile récemment et elle a besoin de quelqu'un de bien. Le reste de la semaine a été consacré au travail, à encore plus de travail, et à l'inquiétude. À mesure que le vendredi approchait, je devenais de plus en plus nerveux. À 16h le vendredi après-midi, j'étais si nerveux que je me sentais physiquement mal. Lorraine travaillait au bureau et je n'arrêtais pas de vouloir y aller pour lui demander d'annuler le rendez-vous. Je me tenais là et regardais l'alternateur que je venais d'installer sur la voiture avant de réaliser que c'était le même alternateur que j'avais retiré et que le nouveau était toujours dans sa boîte sur l'établi. Carter, fit une voix derrière moi. J'ai sursauté. Lorraine se tenait là, me regardant d'un air suffisant. Rentre chez toi, prends une douche, change-toi et prépare-toi. Je ne suis pas sûr de pouvoir, j'ai commencé. Bien sûr que tu peux. Fais-moi confiance. Elle est tout aussi nerveuse que toi. Mais je pense que c'est une femme merveilleuse et que vous vous entendrez très bien tous les deux. Mais j'ai commencé. Je ne sais pas parler aux filles. Et si je dis quelque chose qui la contrarie? Je n'ai jamais été bon pour décrypter les signaux. Et si je pense qu'elle m'aime et que je fais quelque chose, mais qu'elle ne le fait pas? Je commençais à paniquer. Elle a peau. C'est sa main sur la mienne. Écoute, tout ira bien. Tout le monde a ses doutes avant un premier rendez-vous, surtout avant ton tout premier rendez-vous. Détends-toi, sois toi-même et amuse-toi. Tout le reste suivra de soi-même. J'ai commencé à ranger mes outils avant de fermer pour la soirée. Au fait, dit-elle. N'apporte pas de fleurs. Pas besoin. J'ai demandé. Je pensais que c'était obligatoire pour un premier rendez-vous. Qu'est-ce qu'elle va en faire au cinéma?
Tu peux lui acheter des bonbons et du popcorn en entrant si tu veux lui offrir quelque chose. Je me suis retourné pour partir. Comment vais-je la reconnaître, de toute façon? Je ne peux pas simplement aborder des femmes au hasard et leur demander si elles sont mon rendez-vous. Je serai très probablement arrêté. Oh, crois-moi, tu la reconnaîtras. Elle a souri. Mais elle te connaît. Donc, si tu n'es pas sûr, attends simplement et elle viendra à toi. Je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche. Puis j'en ai pris une autre. Travailler dans un atelier de réparation automobile signifie qu'on se met parfois de l'huile, de la graisse et d'autres fluides liés au moteur. Parfois, ils ne veulent pas partir. Je portais toujours des gants de protection et une combinaison, mais les gants se déchiraient parfois, et la combinaison était parfois trempée. Et pour être honnête, certaines voitures avec lesquelles nous traitons sont tout simplement dégoûtantes. J'ai regardé ma garde-robe limitée, essayant de trouver quoi porter. J'ai choisi un jean et une chemise boutonnée. J'avais coupé mes cheveux la veille pour avoir l'air au moins un tant soit peu décent. Et à 18 h, j'étais prêt. Le trajet jusqu'au cinéma durait environ 20 minutes, j'avais donc amplement le temps de m'asseoir et de m'inquiéter. J'ai dû prendre le téléphone une douzaine de fois pour demander à Lorraine d'appeler son amie et d'annuler le rendez-vous. Puis à 18 h 45, j'ai reçu un SMS de Lorraine. Si tu as le téléphone en main, rassemblant le courage de m'appeler et de me demander d'annuler le rendez-vous, alors ne te donne pas la peine. Ça n'arrivera pas, assure-toi d'arriver à l'heure. Mon ami n'aime pas qu'on la fasse attendre. Je suis arrivé au cinéma à 19 h 15 et j'ai garé la voiture. En m'approchant du guichet, j'ai regardé autour de moi mais n'ai vu personne en attente. J'ai décidé d'aller regarder les affiches des films actuellement à l'affiche. En marchant le long de la rangée de panneaux, j'ai lu chacun d'eux, jetant occasionnellement un coup d'œil autour de moi pour m'assurer de ne pas manquer mon rendez-vous. Ma montre avançait lentement vers 19 h 30. Soudain, j'ai senti la présence de quelqu'un à côté de moi et me suis retourné et ça m'a coupé le souffle. Lorraine se tenait là, ses cheveux bruns tirés en une simple queue de cheval. Elle portait un jean simulant qu'il aurait pu être pris pour de la peinture corporelle et une chemise ample vert émeraude par-dessus un t-shirt blanc. J'étais confus quand elle est venue me dire que son ami avait décidé d'annuler le rendez-vous. Elle m'a pris la main, l'a relâchée et a dit « Sinon on va rater le début ». J'avais raison. Elle a choisi une comédie romantique. J'ai essayé de faire semblant d'être intéressé par le film. J'ai même essayé de faire comme elle l'avait suggéré et d'observer comment le personnage principal naviguait dans ses relations avec les femmes, mais le dialogue me semblait banal et cliché. Bien sûr, de telles répliques ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Après environ un tiers du film, j'ai senti Lorraine presser sa main contre la mienne. Pensant que je prenais trop de place, je me suis légèrement reculé pour lui donner plus d'espace. Elle m'a regardé avec une expression sérieuse, puis a tendu la main, a pris la mienne et l'a posée sur son épaule, se pressant contre moi. Pendant longtemps, je n'ai même pas osé respirer. Puis elle s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille, « Détends-toi. Je ne te ferai pas de mal. » Je ne me souvenais pas. Pour le reste du film. Après le film, Lorraine a dit qu'elle avait faim, alors nous sommes allés à un restaurant pour manger quelque chose. C'était au moins plus pratique pour moi. Pour commencer, il y avait une table entre nous et dès que nous avons commencé à parler, je me suis considérablement détendu. Je l'ai interrogée sur les passages du film dont je me souvenais et si les phrases de drague utilisées auraient eu un effet sur elle. Quand nous avons eu fini de manger, nous rions ensemble et je me sentais beaucoup mieux. Lorraine avait pris un taxi pour aller au cinéma. Nous avons changé de siège et je l'ai ramenée chez elle. En homme bien élevé que j'étais, je suis allé lui ouvrir la portière pour qu'elle puisse descendre de mon pick-up. Elle a pris mon bras pour l'accompagner jusqu'à sa porte. « Merci pour la soirée », a-t-elle dit. « J'ai vraiment passé un bon moment. » Elle s'est penchée et m'a embrassé sur les lèvres. « Bonne nuit, Carter. » Elle est entrée d'Anne. Est-ce la maison et a fermé la porte. Je suis resté longtemps debout à regarder la porte. J'étais si tiraillé. C'était une belle femme et elle ne laissait aucun doute sur son intérêt pour moi. Mais dans ma tête, elle était toujours la femme de Ryan. Je savais que c'était ridicule puisqu'il était mort depuis plus d'1 an. Et pour autant que je sache, elle n'était sortie avec personne d'autre pendant cette période. Mais malgré tout, je suis retourné dans mon pick-up et j'ai roulé jusqu'à chez moi. Le lendemain matin, je me préparais à aller à l'atelier à 8 h quand le téléphone a sonné. C'était Lorraine. « Bonjour », j'ai dit. « Comment vas-tu ?
Qu'est-ce que tu fais en ce moment, a-t-elle demandé. Je me prépare juste pour le travail, j'ai dit. Non, a-t-elle dit. Habille-toi. On va faire une balade. On a frappé à ma porte. Attends, Lorraine. Il y a quelqu'un à ma porte, j'ai dit, en m'approchant de la porte et en l'ouvrant. Elle était là et m'a souri. Non, a-t-elle répété. Tu ne peux pas monter à cheval en salopette. Va te changer. Elle m'a emmené dans un ranch juste en dehors de la ville. Mon ami garde des chevaux ici, a-t-elle dit. Je viens ici pour monter à cheval chaque fois que j'en ai l'occasion. Je n'ai jamais, j'ai commencé. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit. Je t'apprendrai à monter à cheval. Elle s'est détournée, mais j'étais sûr de l'avoir entendu dire, et pas seulement des chevaux. Presque à voix basse, nous avons passé une journée amusante. Le cheval qu'elle avait choisi pour moi était calme et docile, mais il suivait simplement son cheval, donc je n'avais pas beaucoup de contrôle. Elle avait préparé un pique-nique et nous avons mangé sur une couverture sur la colline. Après avoir mangé, elle s'est allongée sur le dos et a regardé les nuages. Regarde, a-t-elle dit. Un chien, elle a montré un nuage qui, si on plissait les yeux, pouvait ressembler à un chien très déformé. J'ai décidé de ne pas commenter. J'ai regardé le ciel longtemps, observant les nuages qui passaient. C'était relaxant, d'être allongé à côté de Lorraine. Elle m'a embrassé. Quand nous nous sommes séparés, j'avais du mal à reprendre mon souffle. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit, l'air pas du tout désolé. Je n'ai juste pas pu résister. Lorraine, j'ai demandé. Qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a regardé un peu perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé. Tu sais, j'ai commencé, mais elle a posé ses doigts sur mes lèvres. Chut, a-t-elle dit. Il n'y a rien de mal. Je suis tout aussi confuse. Je suppose que je suis un peu en retard, j'ai dit. Jusqu'à il y a 30 secondes encore, je n'avais jamais embrassé une fille avec qui j'étais engagé, et je n'avais jamais embrassé une fille de cette façon. Lorraine s'est allongée de nouveau, cette fois en posant sa tête sur ma poitrine. Je suis désolé de te dire que je ne peux pas répondre à ces questions, a-t-elle dit. Tu vois, cela ne rend rien plus facile. Oui, j'ai plus d'expérience que toi. J'ai eu plusieurs petits amis et j'ai été marié. Mais ça, quoi que ce soit, est aussi nouveau et incertain pour moi que pour toi. Je suis aussi pleine des mêmes pensées, sentiments et attractions, a-t-elle rigolé. Mais je ne peux pas dire où nous allons, a-t-elle continué. Ryan me manque, oui, mais je sais qu'il est parti et qu'il ne reviendra pas. Je ne peux pas passer le reste de ma vie seule juste parce qu'il est parti. Puisque nous avons tellement travaillé ensemble, j'ai développé des sentiments pour toi que j'aimerais explorer. Mais où cette exploration nous mènera, nous devrons le découvrir ensemble, si ça ne te dérange pas. Mais pourquoi moi, j'ai demandé. Tu sais, je n'ai jamais été avec une femme. Tu ne veux pas quelqu'un qui sache faire, j'ai commencé. Si ce baiser est une indication, je suis sûr que tu apprendras vite, a-t-elle dit. Mais comme je l'ai dit, nous apprendrons tous les deux. Être avec quelqu'un est une chose très individuelle. Ce qu'une personne aime, une autre le détestera. Quand nous serons prêts, je t'enseignerai et tu m'enseigneras. Nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Et nous ne le serons peut-être jamais, mais pour l'instant, arrêtons de penser à la destination et profitons du voyage. Elle s'est de nouveau penchée et nous nous sommes embrassés encore et encore. Nous avons été interrompus. Il est temps de rentrer, a-t-elle dit. Après être revenus, nous avons passé du temps à brosser les chevaux, puis nous les avons relâchés dans le champ. J'ai besoin d'une douche, j'ai dit. Je sens le cheval. À partir de ce moment-là, tous les vendredis soirs, nous faisions quelque chose ensemble. Nous allions au cinéma, dînions. Elle m'a même convaincu d'aller danser avec elle. J'ai découvert que je ne pouvais pas trop me ridiculiser sur la piste de danse. Les week-ends où je n'étais pas chez Grace, nous passions le samedi ou le dimanche ensemble. Faisions quelque chose. Nous nous promenions ou allions quelque part. Nous sommes même allés à quelques salons automobiles quand ils n'étaient pas trop loin. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et notre relation s'est approfondie d'une manière que je n'avais jamais connue. Les semaines se sont transformées en mois, et ce qui avait commencé comme des premiers rendez-vous maladroits est devenu une compagnie confortable. Nous étions officiellement un couple maintenant, bien qu'aucun de nous n'ait fait de grandes déclarations. C'est arrivé naturellement.
Environ 3 mois après le début de notre relation, nous sommes rentrés chez elle après avoir passé une journée au salon automobile local. J'étais un peu déçu car l'exposition était assez clairsemée et les stands de faible qualité, mais j'ai réussi à trouver la pièce que je cherchais pour la voiture d'un client. Tous mes clients n'avaient pas de voiture neuve ou même de voitures pour lesquelles des pièces neuves étaient encore disponibles. Comme d'habitude, je lui ai ouvert la portière du pick-up et l'ai accompagné jusqu'à la porte. Elle m'a invité à entrer, ce qui n'était pas inhabituel. Nous dînions souvent après nos sorties, mais j'ai senti que quelque chose avait changé aujourd'hui. Je me suis tourné pour fermer la porte d'entrée, et quand je me suis retourné, Lorraine se tenait juste devant moi, si près que j'ai reculé par réflexe, mon dos pressé contre la porte. Elle m'a embrassé, puis s'est reculée et m'a regardé dans les yeux. « Je suis désolé, Carter, a-t-elle dit. Je ne peux plus attendre. Cette nuit-là a tout changé entre nous. Je ne décrirai pas ce qui s'est passé. Certains moments sont privés, mais je dirais que ce fut la meilleure nuit de ma vie. Je ne savais pas quoi dire après. Je ne voulais pas tout gâcher avec des mots stupides. Elle a semblé lire mes pensées. Il n'y a pas de mots après cela, a-t-elle dit. Dors et voyons ce que demain nous apporte. Notre relation s'est également développée en dehors de la chambre. Nous sommes devenus inséparables. Nous nous sommes fiancés. Nous nous sommes mariés. Et c'est là que tout a commencé à changer. Maintenant, je sais qu'il y aura ceux qui me traiteront de tous les noms quand je vous raconterai comment tout a évolué. Ils soutiendront que dans les mêmes circonstances, ils auraient fait ceci ou cela et n'auraient jamais permis aux événements de se dérouler comme ils l'ont fait. Nous nous sommes mariés au printemps. Marcus était à mes côtés et Emma et les jumeaux ont participé à une cérémonie que je ne comprenais pas vraiment. Ce fut bien sûr un grand mariage. Presque toutes nos connaissances sont venues. En gros, toute la ville de Riverside. La facture fut phénoménale. Mais comme je l'ai dit, Lorraine avait l'argent et à ce moment-là, l'atelier marchait bien. J'étais presque un associé égal et j'avais plus que récupéré mon investissement initial. Les administrateurs de la fondation de Lorraine ont insisté sur un contrat de mariage qui m'a été présenté pour ma signature. Ce n'est que leur attitude envers moi qui m'a incité à dire que j'examinerais la question avec mon avocat et que je le leur rendrais. Il s'est avéré que c'était la bonne décision car il était complètement unilatéral. Si j'avais été infidèle à Lorraine, je serais parti avec ce que j'avais apporté au mariage et une petite somme pour chaque année de notre mariage. Cependant, si les positions étaient inversées, le contrat de mariage n'aurait aucune force et je serais soumis aux lois de divorce ordinaire. En d'autres termes, je serais complètement fichu et très probablement perdrais tout. J'ai de nouveau reçu une réduction familiale de la part de Marcus et je l'ai laissé négocier un accord équitable directement avec les administrateurs. J'ai emménagé avec Lorraine avant que nous nous marions. Nous avons embauché un assistant et un ouvrier à l'atelier, qui se développaient bien, et j'étais aussi heureux que je pouvais l'espérer. Un soir, environ 3 semaines après que nous nous soyons installés dans la vie conjugale, Lorraine a abordé le sujet des enfants pendant le dîner. Je pense que nous devrions attendre un peu avant d'essayer d'avoir un bébé, a-t-elle dit, me regardant attentivement. L'entreprise est en pleine croissance et je veux m'assurer que nous sommes financièrement stables d'abord. Peut-être dans un an environ. J'étais déçu mais j'ai essayé de comprendre. Es-tu sûr, j'ai demandé. Nous nous en sortons bien, n'est-ce pas? Oui, a-t-elle dit. Mais je veux être certaine. Donnons-nous du temps. Je prends la pilule et je continuerai à la prendre pour l'instant. Quand nous serons tous les deux prêts, j'arrêterai et nous pourrons commencer à essayer. Ça te va? J'ai hoché la tête bien que quelque chose me semblait étrange dans la conversation. Pourtant, c'était ma femme et je faisais confiance à son jugement. 3 mois après le mariage, de petits événements ont commencé à se produire. Comme je les mentionne. Et plus tôt, quand Ryan était en vie, Lorraine était toujours une femme séductrice, mais cela s'est arrêté après sa mort. Pendant notre cours, elle m'a accordé toute son attention et s'est toujours comportée de manière appropriée autour des autres hommes. Cela n'est pas arrivé tout de suite, mais j'ai progressivement commencé à remarquer qu'elle retrouvait ses manières séductrices. Je pense que la première fois que je l'ai vraiment remarqué de nouveau, comme je l'ai dit, c'était un processus graduel, c'était une nuit où nous sommes allés danser. Elle. J'aimais faire cela au moins une fois par mois. Nous avions déjà dansé ensemble plusieurs fois, mais ensuite un homme grand et soigné, que je n'avais jamais vu auparavant, s'est approché d'elle et lui a demandé si elle voulait danser. À toutes les occasions précédentes, elle me regardait quand cela arrivait, et je répondais toujours que si elle le voulait,
ça ne me dérangeait pas. Cette fois, tout était différent. Sans regarder dans ma direction, elle a pris sa main, s'est levée et s'est dirigée vers la piste de danse. Ils ont dansé quelques morceaux rapides, mais ensuite le rythme a ralenti, et ils se sont rapprochés beaucoup plus que je n'aurais aimé. J'ai décidé d'intervenir. Point. Je lui ai tapé sur l'épaule et il s'est retourné, les lèvres pincées. Je crois que j'aimerais récupérer ma femme maintenant, dis-je froidement. Je l'ai vu contempler sa prochaine action et je me suis mentalement préparé à l'affrontement que j'attendais pleinement de sa part. Mais ensuite il a souri et a reculé. Bien sûr, dit-il, puis il s'est tourné vers Lorraine. Merci pour la danse. C'était quoi, ça? Lorraine était furieuse. On n'a même pas fini la danse. J'étais sidéré. Pourquoi était-ce ma faute si ce type ne pouvait pas garder ses mains pour lui? Je n'aimais pas la façon dont il te traitait. J'ai dit, et alors? Elle a répondu, c'est mon corps et je peux prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin que tu me dises avec qui je peux danser et avec qui je ne peux pas. Alors, ça ne te dérangerait pas si je dansais avec une autre femme et que je la prenne dans mes bras? J'ai demandé avec véhémence. Elle a ri. Tu penses que parce que nous avons été intimes plusieurs fois, tu as une idée sur les femmes? Rêve toujours. Elle a fait irruption dans notre chambre et je l'ai entendu fermer la porte. Il a fait froid tout le week-end et j'ai dormi dans l'une des chambres d'amis. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle m'a simplement ignoré ou a quitté la pièce. Finalement, j'ai décidé que j'avais dû réagir de manière excessive. Quand je suis rentré à la maison lundi soir, je me suis excusé. J'ai cru voir une étincelle de triomphe briller dans ses yeux, mais elle a disparu si vite que je n'ai pas pu en être sûr. Elle m'a serré dans ses bras. Carter, tu sais que je t'aime, mais tu es mon mari, pas un geôlier. J'ai dansé avec un type. Et alors? S'il allait plus loin que je ne voulais, je m'en serais occupé. Ne vois-tu pas qu'en intervenant, tu lui as dit que tu craignais que je ne m'égare? S'il pense comme ça, à quel point est-il plus probable qu'il revienne et réessaie? Si tu m'avais laissé m'en occuper, il aurait compris où sont les limites. J'y ai réfléchi un instant. Cela avait un certain sens. Je suis désolé, ai-je répété, et tout a semblé se calmer. Les choses ont commencé à changer d'autre manière, aussi. Maintenant, je comprends à quel point j'étais naïf. C'était 6 mois après le mariage quand j'ai trouvé ces pilules. J'ai fouillé dans son sac pour quelque chose, un stylo, il me semblait, et j'ai trouvé la moitié d'un paquet de pilules. Au début, j'ai pensé qu'elles devaient être de vieilles pilules d'avant notre conversation. Mais ensuite je me suis souvenu qu'elle m'avait spécifiquement dit qu'elle continuerait à les prendre jusqu'à ce que nous soyons tous les deux prêts à essayer d'avoir un bébé. Nous avions convenu d'attendre, mais quelques jours plus tard, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai regardé à nouveau et j'ai vu que 2 autres pilules avaient disparu. Nous n'avions pas discuté d'arrêter. Nous n'avions pas convenu que nous étions prêts. Apparemment, elle les utilisait toujours sans me dire que nous avions décidé d'attendre plus longtemps. Au début, j'allais lui montrer la boîte de pilules, mais j'ai réalisé que cela ne mènerait à rien de bon. Chaque fois que nous avions une dispute, je perdais. Elle arrêtait simplement de me parler et m'ignorait jusqu'à ce que je m'excuse. Oui, nous avions souvent de grandes réconciliations après cela, mais seulement après que j'ai cédé. Un jour, j'ai parlé à Grace de cela. Te souviens-tu que maman et papa se disputaient? J'ai demandé. J'y ai réfléchi. Je ne me souviens jamais qu'ils se soient querellés. Papa était simplement d'accord avec ce que maman disait. Il disait, femme heureuse, vie heureuse. Mais bien sûr, tu ne peux pas vivre comme ça. J'ai dit, nous devrions être des partenaires, pas maîtres. Eux et serviteurs. Grace m'a regardé. Je me souviens d'une dispute entre maman et papa. Elle a dit, c'était à cause de toi. Moi? J'ai demandé. C'était avant ta naissance. Tu as toujours su que tu n'étais pas prévu. Mais malgré tout, as-tu déjà eu l'impression que maman et papa te traitaient différemment des autres? Elle a demandé. Non, j'ai souri. J'ai reçu les mêmes punitions que tout le monde. Certaines d'entre elles de ta part? J'ai rappelé. Et tu les méritais toutes. Elle a souri en retour. Mais tu dois te souvenir, a-t-elle poursuivi, à quel point nous étions pauvres. Nous n'avions rien et nous survivions à peine. Quand maman était enceinte de 7 mois de toi, elle est rentrée à la maison avec un homme. Apparemment,
elle avait décidé qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir un autre enfant, bien qu'il ne lui soit jamais venu à l'esprit de ne pas accoucher. Elle s'est renseignée pour te faire adopter. Cet homme venait d'une agence d'adoption, et il est venu parler à papa. Papa s'est juste assis et a écouté ce que l'homme avait à dire, l'a remercié et a dit qu'il perdait son temps. Il n'était pas question qu'ils abandonnent leur enfant à l'adoption. Il a montré la sortie à l'homme. Maman était furieuse. Tu sais comment elle était quand elle était en colère. Elle l'a traité de tous les noms que j'avais jamais entendus et de certains que je n'avais jamais entendus. Elle lui a dit à quel point il était stupide. Comment il les avait tous condamnés à mourir de faim ou à vivre dans la pauvreté pour le reste de leur vie. Comment il ne pouvait pas gérer une bouche supplémentaire à nourrir et toutes les dépenses d'un nouveau-né. Elle a continué encore et encore. Pendant tout cela, papa l'a juste regardée. Quand elle a fini de crier, il est simplement venu et l'a serrée dans ses bras. Il lui a dit qu'ils ne se sépareraient jamais de leur enfant. Que quoi qu'il arrive, l'enfant grandirait dans un foyer aimant et ferait partie de leur famille. Il pouvait y faire face. Il s'en sortirait. C'était la fin de la dispute. Et tu connais le reste. Tu vois, papa ne s'est jamais disputé avec maman parce qu'il n'y avait jamais rien qui lui tenait suffisamment à cœur pour se disputer. Il faisait confiance à maman pour prendre les bonnes décisions et suivait son exemple. Apparemment, il a pensé que sa décision à ton sujet était mauvaise et il a donc agi en conséquence. Alors, tu penses que je dois choisir mes batailles? J'ai demandé si la question était assez importante pour se battre. Oui, a-t-elle dit. Mais sois assuré, à en juger par son comportement, elle semble être une femme têtue. Si tu décides de t'opposer à elle, cela pourrait être la fin de ton mariage. Je pense qu'elle est prête à aller aussi loin pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, tu dois être confiant, toi aussi. Est-ce que toi et Marcus vous disputez? J'ai demandé. Non, a dit une voix derrière moi. Je fais juste ce qu'on me dit, a dit Marcus avec un sourire. Et Grace lui a souri chaleureusement. Comme il se doit, a-t-elle dit. J'ai décidé de parler à Lorraine comme si je n'avais pas trouvé les pilules. Du moins pas encore. Lorraine, ai-je dit un matin alors que nous nous préparions. J'ai réfléchi. Nous sommes mariés depuis 6 mois maintenant. Que penses-tu de commencer à essayer d'avoir un bébé bientôt? Elle m'a souri doucement. Chérie, je sais que nous avons parlé d'attendre, et je pense toujours que c'est sage. Attendons encore quelques mois et si les choses vont toujours bien, alors peut-être que nous pourrons en parler au Dr Smith. Nous sommes tous les deux jeunes et en bonne santé. Il n'y a pas de précipitation. J'ai hoché la tête tristement. Elle n'était clairement pas prête et je ne pouvais pas forcer la situation. Mais le fait qu'elle prenait toujours les pilules sans me le dire me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Je me suis souvenu de ma conversation avec Grace. Devrais-je l'affronter à propos des pilules? Cela provoquerait certainement une dispute. Je l'avais déjà entendu m'accuser de l'espionner et de violer son espace personnel. Peut-être voulait-elle sincèrement attendre un peu plus longtemps pour avoir des enfants. Peut-être ne pensait-elle pas être prête encore. J'ai décidé que je lui donnerais 1 an pour se mettre en ordre et ensuite nous discuterions à nouveau des enfants. D'ailleurs, au moins elle avait été honnête en voulant attendre, même si elle n'avait pas mentionné qu'elle prenait toujours les pilules. Quelques semaines plus tard, Lorraine m'a dit que ses amis l'avaient invitée à sortir. Elle a accepté parce qu'elle savait que je n'aimais pas particulièrement danser, et cela est donc devenu une habitude. Chaque vendredi soir, elle sortait avec les filles. Au début, elle était rentrée à 23h, mais progressivement il est devenu de plus en plus tard jusqu'à ce que certains week-ends j'allais chez Grace avant qu'elle ne rentre. Notre vie intime changeait de plus en plus. Elle est devenue encore plus exigeante. Je ne pouvais même pas en parler à Grace. Qui discuterait de telles choses avec sa sœur aînée encore une fois? J'ai décidé que ce n'était pas suffisant pour divorcer d'elle. Alors, je m'y suis habitué. Environ 3 mois plus tard, elle est rentrée à la maison après l'une de ses soirées entre filles. Elle était un peu ivre, mais c'était assez tôt pour elle, juste après minuit. J'étais déjà allé me coucher, mais elle m'a réveillé. Plus tard, après que nous ayons été ensemble, Lorraine était déjà allée à la salle de bain et prenait une douche. J'étais encore dans un état de somnolence, mais quelque chose me traversait l'esprit. Ces paroles sur un autre homme. Est-ce que cela s'était vraiment passé? J'ai eu la nausée. Était-il possible que ce ne soit qu'un fantasme dans sa tête? J'ai décidé qu'à l'avenir,
je devrais la surveiller de beaucoup plus près. Point. Une semaine plus tard, je suis rentré de l'atelier pour trouver Lorraine assise à la table de la cuisine avec plusieurs papiers étalés devant elle. « Qu'est-ce que tout cela ?» j'ai demandé. « Une proposition commerciale ?» a-t-elle répondu sans quitter les papiers des yeux. « Il y a ce type, il s'appelle Preston Vaughn. Il prévoit de devenir courtier financier. Il a besoin d'un partenaire commercial et les administrateurs de la fondation l'ont orienté vers moi. Nous ne connaissons rien à la finance. J'ai dit que nous avions un garage automobile. Nous ne le savons peut-être pas, mais moi si. Le garage automobile est ton idée originale. Maintenant ça marche à nouveau, et j'ai besoin de quelque chose de plus stimulant. Que sais-tu de ce Preston? Comment sais-tu qu'il n'est pas juste un escroc essayant de vider ton fonds fiduciaire? Elle m'a regardé avec mépris. Écoute, je sais que tu as repris l'atelier et que tu le gères maintenant et qu'il marche bien. Enfin, mais ne croyez pas que cela fasse de vous un expert en affaires. Mes fiduciaires et moi investissons dans des entreprises depuis longtemps. Je sais ce que je fais. Vous vous inquiétez juste pour votre petite affaire. Elle replongea le nez dans ses papiers. Au cours des semaines suivantes, elle passa beaucoup de temps à assister à des réunions avec ce Preston pour forger leur partenariat. Chaque fois que je remarquais qu'elle semblait passer beaucoup de temps avec lui, elle répliquait sèchement que bâtir une nouvelle entreprise prenait du temps. Elle me rappela tout le temps que nous avions passé ensemble à construire l'atelier de réparation automobile. Je me retins de lui rappeler les résultats d'avoir passé autant de temps ensemble. Un autre mois s'écoula avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, et ce fut le début de la fin. Je revins de mon week-end chez Grace et entrai dans la chambre pour défaire le sac que j'avais apporté. Je remarquai que les draps du lit avaient été changés. Cela me parut étrange puisque nous ne les avions changés que le vendredi avant mon départ. Quand je regardai dans le panier à linge, il n'y avait pas de drap sale, ce qui était également étrange car je faisais généralement la lessive le dimanche pour préparer la semaine à venir. Mon esprit sauta immédiatement à une conclusion à laquelle je ne voulais pas penser. Point. Je retournai dans le salon où Lorraine était assise, parcourant d'autres papiers. « Alors, comment s'est passé ton week-end » demandai-je doucement. « Bien, répondit-elle. »« Encore des papiers, remarquai-je. »« Ces papiers, dis-je, en désignant la pile dont j'étais sûr qu'elle n'était pas là le vendredi. »« Oui, répondit-elle distraitement. »« Preston les a apportés, dit-elle. » Je sentis ma colère monter, mais je la réprimai. Ce n'était pas parce qu'elle disait qu'il était là, et parce que le lit avait été changé, que cela signifiait ce que je pensais. J'avais besoin de beaucoup plus de preuves si je devais l'accuser de quoi que ce soit. « Pourquoi n'ai-je jamais rencontré Preston » demandai-je. Elle leva les yeux vers moi. « C'est un associé. Pourquoi veux-tu le rencontrer? Je pensais juste que ce serait sympa que nous nous retrouvions tous. Pourquoi ne l'inviterais-tu pas, lui et sa femme, à dîner un soir? Oh, il n'est pas marié, dit-elle. Mais peut-être as-tu raison. Que dirais-tu de vendredi prochain? Nous avons fait une réservation pour 19h le vendredi. Lorraine me dit, retrouve-moi là-bas car j'aurai besoin de rentrer à la maison, de me doucher et de me changer. J'irai directement du nouveau bureau. Quand j'arrivai, ils étaient déjà assis à table, discutant. Je réalisai que j'avais déjà rencontré ce type. C'était l'abruti qui avait invité Lorraine à danser il y a quelques mois. Ils se levèrent tous les deux à mon approche, et Lorraine nous présenta. Il tendit la main, mais l'expression de son visage n'était pas du tout accueillante. C'était quelque part entre l'autosatisfaction et le dégoût. Je fis semblant de ne pas remarquer sa main, embrassai Lorraine sur la joue et lui fis un signe de tête en m'asseyant. Le repas fut pénible. Le pour moi. Après les premières minutes, ils commencèrent à parler affaires et m'ignorèrent pratiquement toute la soirée. Après le plat principal, je m'excusai, quittai le restaurant et rentrai chez moi. Je ne sais pas à quelle heure Lorraine rentra. Je m'attendais à ce qu'elle me réveille pour une dispute. Mais quand je me réveillai le lendemain matin, elle dormait au lit aussi loin de moi que possible. Décidant que je devais parler à quelqu'un, la personne évidente était Grace. Ce n'était pas mon jour de congé, mais je ne pensais pas que cela la dérangerait. Alors, j'entrai dans l'atelier, laissai des instructions aux gars là-bas, leur disant que j'avais des courses à faire, et partis pour Indianapolis. Quand j'arrivai, Marcus tondait la pelouse devant et me regarda d'un air interrogateur. « Ta montre avance ? Tu as une semaine d'avance. » Il ricana.
Grace vit mon pick-up s'arrêter et sortit. Elle regarda mon visage et dit, « Marcus, emmène Carter à la maison. J'emmène les enfants chez les amis d'Emma et je serai de retour dans une demi-heure. » Marcus nous regarda, perplexe, me conduisant dans un endroit calme et me tendant un verre de liquide ambré. « Tu veux parler maintenant ou attendre Grace ?» demanda-t-il. « Je ne suis pas sûr de certaines choses dont j'ai besoin de parler, » répondis-je. « Écoute, » dit-il, « ni Grace ni moi ne sommes naïfs. Nous avons tous les deux déjà été mariés et avons des enfants. De plus, n'oublie pas ce que je fais dans la vie. Grace participe à toutes mes conversations sur le divorce, elle a donc entendu beaucoup de choses qui feraient rougir même les personnes les plus endurcies. Mais c'est ma sœur, dis-je. Et cela signifie qu'elle t'aime et ne te jugera pas. Je ne dis pas que tu ne te prendras pas une baffe si elle pense que tu le mérites, ajouta-t-il en souriant légèrement. Elle te frappe, demandai-je. D'une certaine manière, cela ne semblait pas juste. Les choses étaient différentes maintenant de ce qu'elles avaient été à mon époque. Et l'idée que Grace frappe son mari ou l'un de ses enfants était très déconcertante. Non, dit-il. Elle l'a gardée pour toi. Elle n'a même jamais élevé la voix de colère contre moi. Elle peut manipuler les enfants avec une grande facilité. Je sais que ce devrait être l'inverse, mais il l'adore tout comme moi. Je lui souris. Puis il me fit signe de prendre une gorgée du liquide ambré dans son verre. Ça brûlait. Je toussai et mes yeux se mirent à larmoyer. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang, demandai-je en toussant encore plus. Ça, mon garçon, c'est un single malt de 12 ans d'âge. C'est un goût qui s'acquiert. Désolé, mais je ne pense pas l'acquérir de sitôt. Tu as de la bière? Il rit et alla dans la cuisine me chercher une bière. Il posa la chope sur la table, puis la bouteille. À ce moment-là, Grace était revenue et était entrée dans la pièce. Elle s'assit en face de moi et me fixa. D'accord, dis-moi, fut tout ce qu'elle dit. Je lui racontai tout. Ça fit incroyablement du bien de tout déballer. Je pensais que je me sentirais gêné de leur parler des changements dans notre vie intime, mais j'ai commencé à parler et je ne pouvais plus m'arrêter. S'il posait des questions, tout jaillissait. Puis-je demander, dit Grace doucement quand j'eus fini mon récit. C'était ta première? Je baissai la tête embarrassée mais hochai la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Marcus. Tu ne sais toujours pas avec certitude ce qui se passe entre ce Preston et Lorraine. Je le regardai avec surprise. Il parle légalement, dit Grace. Je suppose que tu penses à la divorcer, ce qui signifie que tu dois activer l'accord prénuptial, ce qui signifie que tu as besoin de preuves. Marcus hocha la tête. Si tu penses qu'ils ont été intimes dans ta chambre, le plus simple est d'y installer une caméra de surveillance. Il se leva et alla à son bureau, puis revint avec un petit appareil. Cache-le quelque part avec une bonne vue sur la pièce. Il est activé par le mouvement et enregistre jusqu'à 72 heures de vidéo sur la carte SD incluse. Je suppose que le moment le plus logique pour eux de faire quoi que ce soit est quand tu es ici, alors peut-être auras-tu la preuve dont tu as besoin le week-end prochain. Et une dernière chose, ajouta Grace, souviens-toi que je te connais, Carter. N'entre en aucun conflit physique avec aucun d'eux. Marcus nous regarda. Il ne m'avait jamais vu même légèrement agacé, alors cela le surprit. Carter avait des problèmes de colère étant enfant, expliqua-t-elle. Il n'en a plus maintenant, mais quelque chose comme ça pourrait les réveiller à nouveau. Elle a raison, dit Marcus. Si tu le combats, tu finiras très probablement en prison et tu perdras tout. Fais tout correctement, et tu t'en sortiras dans une situation acceptable. Je leur fis un signe de tête, puis Marcus me montra en détail comment installer et tester la caméra avant que je ne la ramais. Ne chez moi. Heureusement, j'ai installé la caméra dès que je suis rentré à la maison. Je l'ai installée dans la chambre pendant que Lorraine était au travail et les testait. Elle fonctionnait parfaitement et était complètement invisible à moins de savoir quoi chercher. Je suis ensuite allé à l'atelier pour les 2 dernières heures avant la fermeture. Quand je suis rentré à la maison, Lorraine m'attendait dans le salon. « Va prendre une douche et reviens ici. »« Nous devons parler, » dit-elle. Je n'étais pas pressé de prendre une douche. Je ne voulais pas entamer cette conversation et j'aurais aimé avoir une autre caméra à mettre dans le salon. J'ai décidé d'ouvrir une application vidéo sur mon téléphone pour pouvoir capturer quelque chose si elle devait avouer quoi que ce soit ce soir. Alors que j'approchais du salon, j'entendis des voix et vis que Preston était arrivé pendant que j'étais sous la douche.
Ils étaient assis sur le canapé, le dos tourné vers moi. Je posais discrètement le téléphone sur le buffet, espérant qu'ils ne seraient pas remarqués. Je traversai le salon et m'assis dans le fauteuil en face de ce couple. Lorraine avait placé une bière devant ma chaise et je la pris et bus une longue gorgée. Je sentais que j'en aurais besoin. « Carter, » dit Lorraine. « Ce que tu as fait hier soir était incroyablement impoli. Je pense que tu dois des excuses à Preston. »« Est-ce vrai ?» dis-je d'une voix égale. « Je ne comprends pas pourquoi, » dit-elle. « Vous n'aviez clairement pas besoin de moi là-bas. Pourquoi serais-je resté ? C'est toi qui as insisté pour l'inviter à dîner, » insista-t-elle. « Pourquoi es-tu parti comme ça ?» Preston me regarda simplement avec une expression suffisante sur le visage. « Peut-être parce que je ne voulais plus passer la soirée avec l'amant de ma femme, » dis-je sans élever la voix. Cela sembla toucher une corde sensible. Je savais pour eux, mais ils ne savaient pas que j'étais au courant. Et cela changea les choses. « Alors, il a finalement compris, » dit Preston. « Ça lui a pris pas mal de temps. Je t'ai fait confiance et tu as trahi tout ce que nous avions et maintenant tout est fini entre nous. » « Oh non, » dit Preston. « Nous sommes loin d'en avoir fini. Tu vois, Lorraine et moi avons un accord. J'ai besoin d'un associé. »« Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi, » dis-je. « Parce que ta femme va te divorcer et que tu perdras l'accès à tout son argent, » dit-il. « Et en plus, c'est tellement amusant de cocufier un perdant comme toi. »« Je croyais que tu n'étais pas marié, » dis-je en regardant Lorraine. Elle rit. « Penses-tu que j'aurais amené sa femme avec lui pour qu'elle le voie, lui et moi, ensemble ? » « Alors, tu as fait ça à Ryan aussi, » demandai-je. Au final, rien. Il était un bon petit, il marqua une pause. J'ai dû le persuader, mais finalement, il s'est calmé. Comme toi. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat, dit Lorraine. Si tu joues le jeu, nous pouvons continuer comme ça. Fais de petits changements et personne n'a besoin de savoir. Je saurai, dis-je. Et sa femme saura parce que je le lui dirai. Tu feras ce qu'on t'a dit, grogna-t-il. Je pris une autre longue gorgée de ma bière, luttant contre l'envie de lui casser la bouteille sur la tête. Je crois que j'en ai fini, dis-je. Je vais prendre mes affaires et partir. Je saluerai ta femme quand je la verrai. Lorraine, je demanderai à Marcus de contacter ton avocat. Je sentis une vague de vertige m'envahir. Les événements défilèrent de nouveau dans ma tête. J'ai essayé de me lever mais j'ai immédiatement perdu connaissance. Puis j'ai entendu des voix. Putain, Lorraine. Combien lui as-tu donné ? La même dose que nous avons utilisée sur Ryan. Il n'est pas aussi grand. Tu auras de la chance s'il n'est pas empoisonné. Oh, il ira bien. Il aura peut-être besoin d'un peu plus de temps pour récupérer. C'est tout. Je sentis une main sur mon cou, cherchant mon pouls. Je crois que tu as raison. J'ai besoin d'une bière. Ils quittèrent la pièce. Il me fallut un certain temps pour reprendre mes esprits. Ma tête me lançait et j'étais épuisé. Je vérifiais les cordes. Je ne pouvais pas les bouger. J'ai essayé de faire bouger la chaise, mais c'était une vieille chaise solide qui ne bougeait pas non plus. J'ai regardé autour de la pièce et j'ai jeté un coup d'œil à l'endroit où j'avais installé la caméra. Je pouvais la distinguer. Alors, j'étais soulagé. S'il ne me tuait pas, ce dont je doutais, j'aurais toutes les preuves dont j'avais besoin. Je devrais peut-être les regarder passer la nuit ensemble. Mais puisque j'ai déjà divorcé d'elle dans ma tête, je peux le supporter. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ils avaient besoin de moi. Elle aurait pu être avec lui sans que sa femme le sache et sans ma présence. Il me semblait qu'ils essayaient juste d'exercer leur pouvoir. Ils avaient besoin de quelqu'un à dominer dans la relation. Ils étaient malades dans leur tête. Je me suis réveillé avec un mal de tête atroce. La pièce était sombre et j'entendais des bips réguliers. Étant le génie que je suis, j'en ai déduit que j'étais à l'hôpital. Quand j'ai essayé de lever ma main, j'ai découvert qu'elle était menottée au bord du lit. Ce n'était pas bon. Un visage apparut dans mon champ de vision. Grace. Eh bien, enfin, dit-elle. Il était grand temps que tu te réveilles. Oh, mon Dieu, dis-je d'une voix rauque. Elle me porta des éclats de glace aux lèvres et je les aspirai, apaisant immédiatement ma gorge. J'en demandai un autre et elle s'exécuta. Depuis combien de temps suis-je ici, demandai-je.
3 jours, répondit-elle. Que s'est-il passé, demandai-je. C'est ce que nous attendions de te demander, dit-elle. L'histoire que ta femme et son amant ont racontée à la police est pure fantaisie, mais ils affirment que tu les as attaqués, donc tu es en état d'arrestation jusqu'à ce qu'ils démêlent cette affaire. Mon téléphone devrait être dans le salon de la maison, et la caméra que Marcus m'a donnée est sur l'étagère supérieure de la commode dans la chambre. Penses-tu pouvoir les récupérer, demandai-je. Elle hocha la tête. Je vais les chercher. Tu auras besoin de vêtements. Lorraine fait le guet dehors. C'est un spectacle. Sa femme est ici, exigeant de savoir ce qui s'est passé. Elle gloussa. Qu'ont-ils dit qu'il s'était passé? Ils ont dit que tu étais rentré à la maison et que tu les avais trouvés ensemble au lit. Tu l'as attaqué. Elle en rit un peu. Je savais que tu étais capable de te défendre, mais je ne pensais pas que même toi étais capable d'une telle chose. Oh, mais les circonstances étaient complètement différentes. Ont-ils prélevé mon sang à mon arrivée? Demandai-je. Elle hocha la tête. Marcus insiste pour qu'on le teste pour les substances illégales. Et j'ai dit, enlevez ces choses de mes poignets. À ce moment-là, l'infirmière est entrée et a dit à Grace que j'étais trop agité et que j'avais besoin de repos. Elle pressa un bouton sur l'appareil à côté du lit et je me sentis à nouveau somnole jusqu'à ce que je sois réveillé par quelqu'un me levant la main. En baissant les yeux, je vis un homme en uniforme qui enlevait les menottes. Quoi? Dis-je avec insistance. Calmez-vous, Carter. J'avais juste besoin de les enlever. Il dit, votre sœur a pris votre téléphone et votre caméra de la maison. Marcus nous a montré les preuves. Vous n'êtes plus en état d'arrestation. Il sourit d'un air sombre. Quant aux 2 autres, j'ai une nouvelle utilité pour eux, dit-il, faisant tourner les menottes sur son doigt. Il a fallu près de 2 semaines avant que je puisse dormir correctement. J'étais assis dans mon lit, attendant Marcus et Grace, quand on frappa à ma porte. Là se tenait une belle femme, probablement âgée d'environ 30 ans. Bonjour, dis-je. Bonjour, dit-elle. Je m'appelle Nina Vaughn. Je suis la femme de Preston Vaughn. Puis-je entrer? Je ne suis pas sûr, commençai-je. S'il vous plaît, dit-elle. Je ne suis pas ici pour vous causer des ennuis ou du tort. Je voulais juste parler. J'ai montré une chaise à côté de mon lit et elle s'y est assise. J'ai enfin entendu la vérité sur ce qui s'était passé. Elle dit, je suis tellement désolé qu'il vous ait fait subir ça. Je la regardai, me demandant pourquoi elle était venue. Était-elle vraiment venue demander la clémence pour son mari? Pouvait-elle me dire qu'il est un homme bon et que les enfants ont besoin d'un père? Eh bien, si c'est le cas, elle n'aura pas de chance. Je voulais voir cet homme payer pour ce qu'il avait fait. Je suis désolé d'être impoli, mais pourquoi êtes-vous ici? Elle me regarda et je suis sûr qu'elle lut dans mes pensées. Vous pensez que je suis venu ici pour parler en sa défense? Demanda-t-elle. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Je suis ici pour me défendre. Je ne comprends pas, dis-je. Votre beau-frère m'a dit qu'il avait l'intention de demander une compensation significative à Preston pour ce qu'il vous a fait, mais le fait est que Preston ne possède rien. Après le divorce, qui d'ailleurs a déjà été déposé, il aura de la chance s'il s'en tire indemne. Mais puisque nous étions mariés au moment de l'attaque, la plainte sera déposée contre nous en tant que couple. Plus précisément, contre moi. Ne vous méprenez pas, dit-elle. J'ai de l'argent, pas une fortune, mais assez pour vivre une vie raisonnable et élever des enfants. Mais si vous me le prenez, vous nous punirez, mes enfants et moi, pour ce que nous n'avons pas fait. Ce ne sera pas pire pour lui, mais ce sera pire pour nous. S'il vous plaît, nous ne vous avons rien fait. S'il vous plaît, ne nous punissez pas pour ces crimes. Elle commença à pleurer, et j'eus envie de la serrer dans mes bras et de la réconforter. À ce moment-là, Marcus et Grace entrèrent dans la pièce. Marcus fronça les sourcils en voyant Nina assise à côté de moi. Vous ne devriez pas être ici, dit-il. S'il vous plaît, partez, reniflant. Elle hocha la tête, se leva et partit. Elle me regarda d'un air implorant en passant la porte. Est-ce vrai? Demandai-je à Marcus. J'ai besoin d'un peu plus d'informations. Est-ce que je la poursuis, elle et ses enfants, pour ce que ce salaud nous a fait, à Lorraine et à moi? J'allais vous parler de l'introduction de poursuites civiles contre deux, dit-il. Sa femme était-elle d'une manière ou d'une autre liée à ce qui se passait?
Le savait-elle, demandai-je. Il secoua la tête. Non, nous comprenons qu'il lui a dit qu'il ouvrait une nouvelle entreprise en ville. Elle a dit qu'elle le financerait partiellement s'il trouvait d'autres partenaires. Elle aurait pu le financer entièrement, mais elle a essayé de le forcer à faire quelque chose par lui-même. Est-il vrai qu'elle a demandé le divorce? Demandai-je. Il hocha la tête. À en juger par les documents, il partira sans rien. Alors pourquoi nous en prenons-nous à elle et à ses enfants? Ils n'ont rien à voir avec ça. Grace pensait que tu dirais ça, mais je devais déclarer un intérêt avant de déposer le divorce. Sinon, il n'y aurait eu rien contre quoi agir. Je suppose que vous ne voulez pas la poursuivre. Je secouai la tête. Je ne vais pas priver des enfants de nourriture. Au fait, comment ça se passe avec Lorraine et le garage automobile? Eh bien, dit-il, avec les preuves, le contrat de mariage entrera en vigueur. Cela signifie que vous partez avec tout ce que vous possédez actuellement, soit 55% des parts du garage automobile plus toutes vos propres économies. Évidemment, nous demanderons aussi des compensations, mais je ne pense pas que nous obtiendrons grand-chose de son fonds fiduciaire. Il semble être bloqué. Ses seuls actifs en dehors de cela sont la maison, sa part du garage automobile et sa part de l'entreprise financière qu'elle a démarrée avec son amant. Je crois qu'elle possède 60% de cette part. Est-ce une entreprise viable? Demandai-je. Ce serait viable avec les bonnes personnes. Si je la possédais, j'engagerais quelqu'un pour la gérer et le laisserais la développer avec l'option de la racheter au fur et à mesure, répondit-il. D'accord. Je veux absolument l'atelier. De manière réaliste, je pense que nous pourrions nous attendre à obtenir les deux entreprises et une partie de l'équité de la maison, dit-il. Faisons-le, mais n'allez pas après Nina. Je lui ai rappelé. Avec l'aide de preuves vidéo et de mon témoignage, Preston Vaughn a été inculpé. Il a été condamné à 15 ans. Lorraine a été condamnée de la même manière. Elle a été condamnée à 10 ans. Le divorce a eu lieu 6 mois plus tard et ses avocats ont accepté de transférer sa part des deux entreprises et de payer 50% de la valeur de la maison. Marcus a dit que c'était la meilleure offre que nous pouvions obtenir et j'ai accepté. Un après-midi, j'ai trouvé Marcus et lui ai dit que je devais trouver un moyen de le payer pour tout son travail. Un rapide coup d'œil au contrat est une chose, mais il avait passé un temps considérable en mon nom. En tant qu'avocat indépendant, il ne pouvait pas passer ce temps à gagner de l'argent. Il se pencha et m'invita à faire de même. J'ai fait cela et il m'a donné une tape sur la tête, en souriant d'un air suffisant. Grace m'a dit que tu ferais ça, et elle m'a dit quoi faire quand tu le ferais. Je me frottais la tête tristement. Ma sœur frappe plus fort que toi. Un mois plus tard, les documents de transfert d'actifs commerciaux de Lorraine sont enfin arrivés, et j'ai décidé d'aller voir cette entreprise financière et de voir s'il y avait quelque chose de valable qui pouvait être sauvé. On m'avait dit que l'entreprise employait plusieurs personnes, mais ne produisait pas de résultats inspirants. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un homme debout nez à nez avec Nina Vaughn et lui criant au visage. « Va te faire foutre », cria-t-il. « Tu aimes. » Peut-être ont-ils un intérêt dans cette affaire, mais je suis le seul à la maintenir à flot jusqu'à ce que l'associé principal arrive et me dise le contraire. Je dirigerai ce bureau à ma manière. Bonjour, dis-je. Il se tourna vers moi. Qui diable êtes-vous? Demanda-t-il. Eh bien, je pourrais être un client potentiel avec un portefeuille d'1 million de dollars à investir, mais je pense que je vais plutôt porter mon affaire ailleurs. Je dis qu'il me regarda de haut en bas. Comme je venais juste du garage automobile, je portais encore une salopette. Propre, certes, mais une salopette quand même. N'importe quoi. Avez-vous 1 million de dollars? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Je ne pense pas que vous devriez crier sur les gens comme ça, remarquai-je. Surtout sur une femme. Eh bien, vous pouvez juste. Il haussa un sourcil à cela, mais Nina gloussa. Je ne le recommanderais pas, dit-elle. Ça ne s'est pas très bien terminé pour Preston. Il pâlit et regarda d'elle à moi. Vous êtes le type qui. Je suis celui qui possède 60% de cette affaire, dis-je. Ce qui, comme vous l'avez si éloquemment dit, fait de moi un associé principal, ce qui signifie que vous êtes viré. Viré? Vous ne pouvez pas me virer, dit-il. Cette entreprise fera faillite en un jour. Je haussai les épaules. Je m'en fiche. Je dis, je n'ai pas besoin de ça. Je pointai Nina du doigt. Elle n'en a pas besoin non plus.
Les seules personnes qui souffriront de votre comportement de... Je fis une pause. Connard fini, termina Nina. Sont les employés, dis-je. Moi aussi, dit une voix triste derrière moi. Je me retournai et vis une jeune femme assise à la réception. Désolé, dis-je. Je ne vous avais pas vu. Qui êtes-vous? Je ne suis personne et maintenant, apparemment, je suis au chômage, dit-elle, et une larme coula sur sa joue. On dirait que je vais devoir redevenir serveuse. Qu'est-ce que vous faites ici? Demandai-je. Je réponds aux appels, j'ouvre le courrier, je fais le café, dit-elle. Ce n'est pas grand-chose, mais les horaires et le salaire sont meilleurs que serveuse, et cela signifie que je peux être à la maison avec ma fille le soir. Je pinçai les lèvres. D'accord, restez ici une minute. Je me tournai vers le type agaçant. Vous, sortez. Il pâlit un instant et commença à protester. Je souris. Je pense que cela a tout résolu. Il partit et je fermai et verrouillai la porte derrière lui. Nina, vous et moi. Je regardai la jeune fille. Isla, dit-elle. Isla, continuai-je. Nous devons parler d'abord. Je dis, en regardant Isla. Où est ce café dont vous parliez? Elle commença à se lever. Non, non, dis-je, montrez-le-moi juste. Je vais le faire. Elle montra la cafetière à l'autre bout du bureau. Nina, demandai-je. Juste noir pour moi. Isla, crème et sucre, s'il vous plaît. Le café à la main, je m'assis avec les dames. Alors, dis-je, je connais les pourcentages, mais combien cela représente-t-il en dollars? La valeur de l'entreprise est d'environ 250 000 $, ce qui signifie que votre part est d'environ 150 000 $, dit Nina. Que se passe-t-il si nous partons simplement, à part perdre notre part, demandai-je. Nous ne pouvons pas simplement partir. Nous avons des clients. Notre solution serait de vendre l'entreprise à d'autres courtiers. J'ai fait mes recherches quand j'ai appris tout ça, et nous pourrions la vendre rapidement et récupérer la plupart, sinon la totalité, de notre argent, dit-elle. Et les bureaux ici, demandai-je. Ils sont loués pour 1 an et ont déjà été payés. Ils resteront vides jusqu'à la fin du bail. Donc, c'est aussi simple que ça. Vendre et partir si c'est ce que vous voulez faire, dit-elle. Avez-vous une autre option, demandai-je. Nous pourrions essayer d'embaucher quelqu'un pour gérer le bureau, suggéra-t-elle. Que savez-vous de la planification financière, demandai-je. Un peu, répondit-elle en secouant la tête. Moi aussi. Je suis mécanicien. On ne peut pas juste se préparer à un autre du même genre. Je montrai la porte par laquelle il était parti. Si seulement, dis-je en me tournant vers Isla. Pouvez-vous le faire? Elle sourit tristement et secoua la tête. Je prends des rendez-vous, je réponds aux appels et je fais le café. Je hochai la tête. Alors c'est décidé. À partir de maintenant, nous fermons le bureau. Vous avez dit que vous aviez des acheteurs potentiels, demandai-je à Nina. Elle hocha la tête. Pourriez-vous organiser cela, s'il vous plaît? Elle hocha à nouveau la tête. Je vous dois au moins ça. Je n'ai jamais pu vous remercier d'avoir retiré votre plainte contre nous. Je n'ai jamais eu de plainte contre vous, dis-je. C'était une plainte contre, excusez-moi, votre ex-mari. Vous et vos enfants ne m'avez rien fait. Je souris. C'est exact, mais je serai ravi d'organiser la vente. Je vous ferai savoir quand les contrats seront prêts pour que votre avocat puisse les examiner. Je me tournai vers Isla. Maintenant, vous, dis-je, ne voulez-vous pas faire un tour avec moi? Elle regarda de moi à Nina. D'accord, dit-elle nerveusement. Il nie. Avec 10 minutes de route jusqu'au garage automobile. Je l'emmenai au bureau. Bureau, carnet, téléphone, cafetière. Je montrai chaque objet. Si cela vous intéresse, ce n'est pas une institution financière très puissante, mais c'est un travail honnête et régulier. Vous pouvez rester à la maison avec votre fille le soir. Le salaire sera le même que ce que vous receviez dans votre précédent emploi avec une augmentation de 10%. Oh, savez-vous conduire une voiture, demandai-je. Je n'ai pas de voiture, mais j'ai un permis, répondit-elle. Très bien. Vous pourriez avoir à voyager pour des pièces, récupérer ou déposer des clients dont les voitures sont en service. Nous avons une camionnette que nous utilisons pour les pièces et une voiture pour les clients. Évidemment, il ne sert à rien de la laisser au garage pendant la nuit,
vous pouvez donc emmener la camionnette à la maison pour la nuit et l'utiliser tant qu'elle est gardée propre, dis-je. Elle regarda autour du bureau. Quand est-ce que je commence? Demanda-t-elle en souriant. Vous êtes déjà en retard. Pas le meilleur début pour le premier jour, dis-je, souriant pour adoucir le ton de mes mots. Isla et moi avons presque immédiatement trouvé un terrain d'entente. Elle avait 1 an de moins que moi, et sa fille Harper était une joie absolue. J'ai suggéré que les jours où sa mère ne pouvait pas s'occuper d'Harper, elle puisse l'amener au magasin. Elle pouvait s'asseoir avec sa mère au bureau, regarder quelque chose sur sa tablette, et aussi accompagner sa mère pour acheter des pièces, ou même récupérer et déposer des clients. Les habitants de la ville ne voyaient aucun inconvénient à ce qu'un enfant soit assis dans un siège auto derrière eux lorsqu'on les conduisait au magasin ou en revenait. Une fois que nous avons établi ce précédent, c'est devenu la norme, et chaque jour, Harper accompagnait sa mère au travail. Nous étions prudents de la garder hors de l'atelier, qui est un endroit dangereux, mais le bureau était tout à fait sûr et même beaucoup plus propre grâce aux efforts d'Isla. Après des mois à tourner autour l'un de l'autre, je prenais mon courage à 2 mains pour l'inviter quand Harper, de manière enfantine, m'a mis à l'épreuve. Je devais partir en ville pour un salon automobile de 2 jours. Je cherchais une pièce spécifique pour une vieille voiture et on m'avait dit de manière fiable qu'il pourrait y avoir quelqu'un au salon qui pourrait m'aider. Mais je suis revenu déçu qu'il n'ait pas ce dont j'avais besoin. Je suis retourné au magasin en milieu de matinée et suis allé au bureau pour dire à Isla que j'étais de retour. Harper leva la tête quand j'entrai dans le bureau et, avec un cri strident de « Papa », elle courut me serrer dans ses bras. Isla figea comme un cerf dans les phares. Je dois dire que j'étais moi-même stupéfait, mais j'ai ramassé le petit paquet qui avait besoin d'attention et je l'ai ramené à sa mère. Je suis tellement désolé, dit Isla. Je ne sais pas d'où ça vient. Je gloussai. Je pense que c'est un indice, dis-je. Elle me dit qu'il est temps pour moi de bouger et d'inviter sa maman. Isla rougit mais me regarda calmement. Alors, tu y vas? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr de l'endroit où elle voudrait aller pour un tel rendez-vous. Avez-vous des idées? Un film, demanda-t-elle. Je grimaçai intérieurement, me souvenant de mon premier rendez-vous avec Lorraine, mais je ne le montrai pas. Malgré le passé, le rendez-vous se passa bien, et près d'1 an plus tard, Harper était l'une des demoiselles d'honneur d'Isla à son mariage. 2 autres événements notables se sont produits. Environ 3 mois après qu'Isla et moi ayons commencé à sortir ensemble, le shérif est venu me rendre visite. Apparemment, le compagnon de cellule de Preston a dit aux autorités que Preston lui avait avoué que la mort de Ryan n'était pas accidentelle. Ils allaient exhumer son corps et vérifier. Si les paroles du détenu étaient vraies, alors Preston et Lorraine faisaient face à des accusations très graves. Un autre incident s'est produit la semaine suivante. Isla, Harper et moi sommes allés voir Grace, Marcus et leurs enfants. À un moment donné pendant le week-end, j'ai dit quelque chose de mal et Grace m'a frappé sur la tête. J'allais en rire, mais Isla n'a pas aimé. C'est la dernière fois que tu touches à mon homme, dit-elle froidement à Grace. J'ouvris la bouche pour parler. Mais Marcus me fit un signe de l'œil et secoua la tête, indiquant que je devais rester en dehors de ça. Grace et Isla se regardèrent comme des chattes prêtes à se battre. Et puis, incroyablement, Grace recula. Tu as raison, dit-elle à Isla. Ce n'est plus ma place. Il y avait de la tristesse dans sa voix. Isla la serra dans ses bras. C'est bon. Je m'occuperai de lui maintenant, dit-elle doucement. J'ai réalisé que jusqu'à ce moment, Grace avait agi à la place de ma mère, un rôle qu'elle avait assumé après la mort de maman. Prends soin de lui, Isla, dis-je doucement, en posant ma main sur la joue de Grace. Il le mérite. Les années passèrent. Harper devint une adolescente brillante. Isla et moi avons accueilli des jumeaux, Owen et Luke, nommés d'après mes frères. Grace pleura quand nous lui avons annoncé les noms. Parfois, tard la nuit, quand je ne peux pas dormir, je pense à ce que ma vie aurait pu être. Si Ryan n'était pas mort, si Lorraine avait été la personne que je croyais qu'elle était. Si je n'avais jamais été envoyé en détention juvénile. Mais alors j'entends Harper rire dans sa chambre. Ou l'un des jumeaux m'appelait. Ou je sens la main d'Isla chercher la mienne dans l'obscurité. Et je réalise que chaque chose terrible qui est arrivée m'a mené ici, à ce moment. À cette vie, à cette famille. Mon nom est Carter Mitchell. J'avais des problèmes de colère. J'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. J'ai failli tout perdre, mais ce ne fut pas le cas. J'ai trouvé quelque chose de mieux à la place.
J'ai trouvé un foyer. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.